Bon, l'heure est grave. Je vais te parler du 1 litre de PureTech. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Zuc Raconte. Aujourd'hui, nouveau petit concept, on va aborder un sujet, mais d'une manière un petit peu différente. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est un autre petit format de vidéo où on va se poser une question, on va tenter d'y répondre, je vais essayer de t'expliquer certaines choses, et ça pourra revenir comme ça avec différents sujets. Tu me diras ce que t'en penses, mais faut que tu dises que c'est bien, parce que je m'emmerde quand même. Le sujet du jour, il est costaud. Des dizaines de milliers de rappels constructeurs, des milliers de casse moteurs, et une fiabilité qui est clairement très basse. Aujourd'hui, c'est le 1 litre de PureTech. Pour faire super simple, 1 litre de PureTech... C'est de la merde. Non, plus sérieusement, on va essayer aujourd'hui de comprendre pourquoi ce moteur il a une si mauvaise réputation et qu'est-ce qui fait qu'il faut absolument l'éviter et que je te déconseille d'en acheter un. Ou que je te conseille d'en acheter un, je sais pas. On va voir ça dans la vidéo. Beaucoup de suspense. Avant toute chose, pense à t'abonner s'il te plaît, c'est ce qui valorise le plus mon travail et en plus ça me donne plein de motivation pour te faire des vidéos un petit peu simples. En tout cas j'essaye de faire des vidéos sympas. Ça fait quelques années qu'on entend quand même parler du moteur 1 litre de PureTech, comme quoi il faut le fuir, qu'il faut l'éviter, mais est-ce que tu sais vraiment pourquoi? Aujourd'hui je vais te faire une vidéo assez simple pour t'expliquer le pourquoi du comment. Dans un premier temps, c'est quoi le 1 litre de PureTech? Tu le vois là à l'image, c'est juste un moteur. Ce moteur là, il va apparaître en 2014 chez Peugeot. Et ce moteur là, il va servir à une seule chose, s'éloigner un peu du diesel, parce que le diesel il n'a plus vraiment la cote. Et du coup, bah, tu te doutes bien, les années leur ont donné raison, aujourd'hui le diesel il est quasiment mort, t'as plus le droit de le prendre en ville, enfin c'est une galère. Donc il fallait sortir un moteur essence. Et au cas où tu aurais oublié, Peugeot, ça motorise pas que Peugeot. Peugeot c'est Citroën, c'est DS Automobile, c'est Opel, il y a même Maserati maintenant, hein, le groupe Stellantis. D'ailleurs, tu l'auras remarqué quand même, je t'ai fait péter le pull PSA, alors en plus de ça il est pas tout jeune, et comme tu peux le voir, c'est un peu spécifique. Désolé, c'est une anecdote dans le truc. T'as vu les manches, ça va pas du tout. En fait, c'est pour pas que les mecs, leurs manches se coincent dans les machines, en usine. Ce qui fait que bah ça, du coup, c'est bien taillé, mais ça, c'est une catastrophe. Et c'est pas du tout agréable. Je suis désolé, je voulais le dire. Je voulais te l'expliquer, je voulais pas que tu te dises que j'ai un t-shirt trop petit. Il est un peu trop petit, on va pas se mentir. Mais par contre, c'est pour des raisons bien spécifiques. Je me coince pas les mains dans la machine. C'est jamais sur mon clavier, je prends beaucoup de risques. Donc je reviens à mes moutons quand même, parce qu'on s'amuse beaucoup. Tout ce que je vais te dire là, ça concerne les moteurs essence de DS, Citroën, Peugeot et Opel. Moteur 3 cylindres essence, 1,2 litre du coup de cylindrée, ça va être un petit moteur, tout petit moteur. Bon bah il est victime du downsizing. Le downsizing on l'expliquera un jour, mais en gros c'est la mode qui fait que bah on fait des moteurs de plus en plus petits et du coup de moins en moins fiables. Tu te doutes bien. Et ce moteur-là, comme je te l'ai dit, il va arriver milieu des années 2010 et il va motoriser quasiment tous les moteurs essence de la gamme Peugeot. Je vais pas te le faire à chaque fois. Peugeot, DS, Citroën, machin, t'as compris. Je vais te dire Peugeot, mais tu abuses pas. Ce moteur-là, il va quand même s'inscrire dans le grand virage de Peugeot. Peugeot, et ça on le verra je pense au moment où on fera l'histoire de Peugeot, ils ont toujours essayé de faire des belles voitures. C'est ce qui a fait leur succès pour le coup dans le passé, dans le lointain passé. Mais maintenant, bah, on se retrouve aux années 2010 et bah, tu te doutes bien, les 307, les 407 breaks et tout ça, c'est pas très beau. Donc, milieu des années 2010, en même temps qu'ils sortent le moteur, il faut qu'ils sortent des beaux modèles. La 208, la 308, la 508 et j'en passe. On sort des belles voitures et on va sortir un nouveau moteur. Et autant sur le design des voitures, j'ai pas grand chose à dire, encore plus celle de maintenant, mais sur le moteur, bon bah il y a des couacs. La liste des problèmes du 1 litre de PureTech est assez longue et on va commencer par le premier, le plus important. Le problème avec la courroie de distribution. Je vais essayer de te trouver une image de courroie de distribution ou du moteur ouvert parce que j'ai pas de moyens. Ça ne peut pas être interactif. Donc je vais te mettre une image et on va regarder ensemble l'image. Sinon je suis désolé, j'ai pas de moyens. Je t'ai trouvé une photo. Tu peux voir l'intérieur. Bon, la courroie de distribution, je pense que tout le monde connaît. C'est le petit bout de caoutchouc que tu vois juste ici. Et c'est ce qui sert à harmoniser ton moteur. Je rentre pas dans le détail, c'est un peu chiant. Bon voilà, ça fait tourner tout ton moteur. Ok, cool. Si ça s'arrête, précision, ton moteur il est serré, c'est fini. Poubelle. Et je sais pas si tu le vois bien, mais la courroie elle est dégueulasse là. C'est pour une raison. La courroie elle est immergée dans l'huile sur le moteur 1 litre de PureTech. Et c'est là le gros problème du moteur. C'est une connerie de mettre la courroie dans l'huile. L'huile, ça chauffe, c'est sous pression. Genre quelques bars hein, quand même dans ton réseau d'huile. C'est une galère. Et en plus l'huile, bah, tu fais des vidanges sur ta voiture. Donc l'huile, en plus, elle se détériore. La qualité de l'huile se détériore en plus de tout ça. Variation de chaleur, variation de pression, qualité qui se détériore. Tu peux pas mettre ça là-dedans. Ça, c'est cranté. Ça veut dire qu'en gros, il faut absolument pas que ça bouge. Tu le mets dans l'huile. L'huile. Je suis même pas de... Enfin... Les conséquences de tout ça, avec le temps, et un temps réduit, bah forcément, la courroie se désagrège plus vite et elle se décale.
fallait faire Saint-Cyr pour le savoir, ça. C'est wow. Ingénieur bac plus 14. Putain, l'huile, ça a fait décaler ma courroie. Génial. Il y a un autre problème à ça, on va quand même être plus sérieux. Ton huile de ta voiture, quand tu coupes ton moteur, évidemment, l'huile, elle redescend, c'est là que ça s'appelle la gravité, donc elle va pas partout. C'est pour ça qu'il faut attendre que ton véhicule soit chaud pour que l'huile passe partout. Ok, d'accord, super. Le problème, c'est que là, si tu roules pas, ton huile, elle est au fond, ça veut dire que tu as un bout de ta courroie qui touche l'huile, donc qui est dedans, qui baigne dans l'huile, et puis tu as le haut là, comme ça, là, qui baigne pas dans l'huile. Donc ta courroie ne s'use pas de la même manière sur les niveaux différents. Ça cause les mêmes problèmes. C'est-à-dire que tu roules ou que tu ne roules pas, ça marche pas. Alors pour pallier à ces problèmes-là, Peugeot, ils ont fait pas mal de choses, hein. Ils ont quand même essayé de modifier ce truc-là. Le problème qui se passe, c'est que c'est pas ouf. Donc ils ont fait un truc très simple. Plutôt que de changer ta courroie tous les 10 ans ou 120 000 bornes pour la plupart des bagnoles, et là on est sur 60 000 km, tu changes ta courroie. Et c'est pas con parce qu'au final, pour en avoir eu quelques-unes, des 208, avec le 1 litre de PureTech, souvent le problème il apparaît aux alentours des 80 000 km. Donc ils se sont dit on va mettre une petite marge, 60 000 bornes, on change tout, et il n'y a pas de problème, nickel. Tu te demandes peut-être comment tu sais que ta voiture a un problème, parce que c'est pas évident de savoir ce qui se passe à l'intérieur de ton moteur. Et pour parler de ma petite expérience personnelle, la 208 que j'avais donc, dès que tu mettais un petit peu de gaz, c'est à peu près donc mi-pédale, tu avais un problème de pression d'huile, et qui fait que tu n'avais plus rien. Quand je dis plus rien, c'est plus rien, plus de puissance, plus rien. Ça fait tout drôle hein, quand tu veux doubler quelqu'un, que tu appuies et que tu le doubles, et puis que tu te rabats devant lui en warning sur la bande d'arrêt d'urgence parce que tu n'as plus de puissance. Tu passes pour un blaireau. Bon, des problèmes sur les voitures, il y en a eu quelques-uns, mais il y a surtout eu le fait que en fait, Peugeot, ils en ont un peu rien à faire. C'est-à-dire que si tu les appelles, tu leur exposes ton problème, ouais d'accord, pas de souci, amenez-la au garage, faut surtout pas rouler avec, merci, super, et on change la courroie, à tes frais. Bah oui. Pourquoi pas payer non plus. Des problèmes sur le 1 litre de PureTech, il n'y a pas que celui-là, celui-ci c'est évidemment le plus courant. Il y a aussi des problèmes de turbo sur ce moteur. Bon, c'est pas ultra répandu, mais il faut le savoir quand même, le turbo, des fois, il te dit bye bye. On a parlé d'huile tout à l'heure avec la courroie, il y a aussi un problème de surconsommation d'huile. Voilà, la voiture en plus consomme de l'huile à mort. Bon, faut savoir que les problèmes, tu peux tous les avoir comme en avoir aucun. C'est un peu le jeu de la loterie quand même. Comment on peut expliquer ça? Parce que pour le coup, là je t'expose des problèmes, d'accord? Bon, si tu les connaissais pas, je suis très content, mais comment tu peux expliquer ça? Premièrement, c'est pas pour défendre Peugeot, mais ils ont tenté quelque chose. Là où c'est un petit peu chiant, c'est que ils auraient pu faire attention, entre guillemets, faire des contrôles qualité peut-être un peu plus poussés, je sais pas comment ça fonctionne, mais on a retrouvé quand même des milliers de consommateurs qui étaient un petit peu dans le pétrin à cause de tout ça, donc ça c'est contraignant. Mais ils sont obligés de se plier aux exigences, à savoir de moins en moins polluer, faire des moteurs très petits, moins de poids du coup, pour moins polluer, enfin tout ça c'est toujours la même problématique. Le moteur en soi il est plutôt bon, on a des déclinaisons qui vont jusqu'à 130 chevaux, et franchement, pour les voitures que c'est plutôt péchu. Alors bien sûr, moi je te parle d'un ressenti avec une 208, parce que tu te doutes bien que si tu as un 5008 avec 100 chevaux ou 130 chevaux, ça va ramer un petit peu. Là on arrive à une problématique où je veux vraiment qu'on prenne du temps là-dessus. Il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que là forcément la cote des Peugeot, elle est au plus bas, ok? Il y a un peu plus de 2 ans et demi, moi j'ai revendu la mienne, une 208 finition GT, à un peu plus de 20 000 €. Elle avait 25 000 km. Pour les besoins de la vidéo, j'ai été quand même regarder un petit peu les codes des voitures, j'ai été sur la centrale pour pas te cacher, et j'ai tapé 208 finition GT. Et donc là, pour des voitures qui ont environ 30 000 km, on est sur 13 000 € dans des bons états. On est quand même sur des voitures qui ont perdu quasiment la moitié de leur valeur. Je te parle même pas d'une 308 nouvelle génération, hein, où là, pour 22 000 €, t'en as une avec pareil 30 000 km finition GT. Donc imagine si tu es un petit peu moins gourmand, que tu prends une finition allure ou je sais pas. Et c'est là où je te dis de pas du tout en acheter une. Si les cotes elles descendent, si les problèmes sont récurrents, et c'est bien qu'il y ait une raison, ok? C'est pas cher pour rien, par reprendre la phrase d'un grand philosophe, mais si c'est pas cher, c'est qu'il y a un problème. Et d'un autre côté, je me dis qu'une Peugeot 208, finition GT, 30 000 bornes, 13 000 balles, c'est pas mal quand même. Hein. Pour en avoir conduit une en finition GT, encore une fois, j'insiste, l'habitabilité elle est folle, l'intérieur il est incroyable, l'extérieur c'est une bonne bouille. 13 000 €. On se rend compte des prix des voitures maintenant? Là on parle de 13 000 €, une voiture quasiment neuve. Alors oui, tu vas être confronté à des problèmes, et ça va pas tomber au bon moment. Tu te doutes bien. Mais 13 000 balles, est-ce que ça vaudrait pas le coup de se dire, t'as peut-être un budget à 15 ou 16, tu gardes ces 2 ou 3 000 balles de côté, parce que tu vas être emmerdé, mais ça te fait une voiture quand même à 16 000 €. Et en plus, si tu suis les préconisations constructeurs, à savoir changer la courroie tous les 60 000, il n'y a pas plus de raison que tu sois emmerdé que ça. Je te fais une petite parenthèse quand même, au cas où.
J'ai pas été voir les codes des toutes dernières Peugeot, mais il paraîtrait que le problème a été résolu parce que ce que tu vois là, c'est plus du caoutchouc, c'est une courroie à chaîne maintenant. Et évidemment, une courroie à chaîne, c'est beaucoup plus solide. Donc, pour finir quand même sur une note un peu positive, moi je te conseille d'étudier la chose en fait, tout simplement. Oui, Peugeot, tu t'en vas certainement vers des problèmes, mais comme elle coûte moins cher, est-ce que la balance des deux fait pas que ça peut être rentable? C'est pareil, là je te parle de quelqu'un qui connaît pas du tout la mécanique, mais si tu touches ta bille en mécanique, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire des vraies économies? La problématique de ça, tu te doutes bien, si tu en achètes une moins chère, que tu gères ton truc, t'es marié avec, tu la revendras plus jamais derrière, c'est terminé, voilà. Et puis si tu prends les toutes dernières générations, a priori le problème est réglé, vu que c'est des courroies à chaîne, donc des chaînes de distribution. Bon là-dessus, j'ai envie de te dire, tu peux y aller. Quand même assez important de finir là-dessus, tout ce que je te disais tout à l'heure, c'est que Peugeot, dans son histoire, ils ont toujours fait des voitures qui étaient jolies. Les goûts et les couleurs, ça ne discute pas, mais quand même, les nouvelles Peugeot sont très jolies. Ils ont mis le paquet niveau design, et c'est dommage de se dire, j'ai des belles voitures, mais la fiabilité est vraiment désastreuse. Bon, à toi de voir, c'est une balance que tu dois faire. Je te conseille ni d'en prendre une, ni de pas en prendre une. Étudie le truc. Si tu en achètes une quand même, prends une qui a été entretenue dans le réseau Peugeot. Je pense que ça peut être intéressant quand même. Je te dis ça pour Peugeot, mais n'oublie pas, DS, Citroën, ainsi que Opel. Voilà, j'essaie de t'expliquer rapidement les problématiques du 1 litre de PureTech. Tout n'est pas acheté, il y a du bon, il y a du moins bon. C'est un petit peu au petit bonheur la chance. À toi de tester. Moi, je vais pas mentir, à 13 000 balles une 208 pour en avoir conduit une, je trouve que c'est quasiment donné. Et alors les problématiques, il faudrait quand même à la limite se renseigner auprès de Peugeot combien ça coûterait en cas 2. Mais je pense qu'il y a un coup à faire. Merci d'avoir suivi ce tout nouveau concept, il est un peu plus léger que d'habitude. J'ai envie de te partager des trucs comme ça, des petites réflexions. On pourra se poser aussi la question de est-ce que ta LOA est rentable. Et on pourra aussi se poser la question de pourquoi les mecs en BM ne mettent jamais leur clignotant. Parce qu'il y a une vraie explication en plus derrière tout ça. On pourra essayer de se poser des questions comme ça, tu me dis si ça t'intéresse. Commentaire, like, abonnement, pouce bleu, machin, ce que tu veux. Fais ton taf. Quant à moi, je te dis à la prochaine pour d'autres histoires qui j'espère te passionneront. Allez, bisous.